Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. C'est un géant silencieux qui fascine les réalisateurs depuis plus de 50 ans. C'est l'Octobre Rouge. Tu parles d'un monstre. On va aller sur place avec la machine à tuer la plus efficace jamais conçue. C'est le submersible le plus performant au monde. Nous n'avons pas le droit de faillir. Ce colosse redoutable, c'est le sous-marin nucléaire lanceur d'engins. Il n'y en a que 41 en service dans le monde et seuls 6 pays en possèdent. Une course est engagée pour construire la nouvelle génération, y compris en France. Alors pour cet épisode, je vous propose de lever un coin du voile, car beaucoup restera secret défense, sur les prochains monstres des mers français. La construction du premier de ces 4 sous-marins de 3e génération a débuté le 20 mars dans les chantiers de Naval Group à Cherbourg. C'est un investissement majeur de l'État, plusieurs dizaines de milliards d'euros, un chantier pharaonique qui engagera la France jusqu'en 2080. Explication avec Mathieu Rabéchaud, chargé de couvrir les industries de défense pour l'AFP, et Anne Bianchi, directrice du programme au sein de Naval Group. Sur le fil. Retournons dans notre sous-marin. J'ai d'abord demandé à Mathieu Rabéchaud pourquoi la France et d'autres pays investissent des sommes aussi faramineuses dans leurs sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. La France considère le fait d'avoir une capacité nucléaire comme son assurance vie. C'est ce qui sert à protéger ce qu'elle qualifie d'intérêts vitaux, qu'elle ne définit pas d'ailleurs, pour pouvoir signifier à tout adversaire que si tu menaces de toucher à nos intérêts vitaux, fais gaffe à toi. La dissuasion nucléaire, c'est avoir l'assurance de pouvoir dire à un adversaire potentiel que ça ne vaut pas la peine de nous attaquer parce que dans ce cas-là, on infligerait des dommages tels que tous les gains qu'il pourra en espérer seraient annihilés par les destructions qu'on lui occasionnerait. Donc c'est fait pour ne pas être utilisé, c'est fait pour empêcher l'autre d'agir. Cette dissuasion structure toutes les forces armées françaises qui sont notamment organisées pour la réussite de cette mission particulière. Au moins un sous-marin lanceur d'engins est ainsi en permanence à la mer. Son équipage, composé d'une centaine d'hommes, reste enfermé dans un espace réduit, sans voir la lumière du jour, pendant des patrouilles de 70 à 100 jours. Le sous-marin nucléaire lanceur d'engins, qui est en service depuis la première patrouille remonte à 1972, il va se tapir au fond des océans. Et seul le commandant de bord qui connaît sa situation et sur ordre, il peut déclencher le feu nucléaire. Lui, son but, c'est de se diluer dans l'océan, comme disent les militaires. C'est de rester tapi, de laisser placer une menace permanente en cas de menace contre la France pour pouvoir répliquer. Donc ça peut être, même si la France était tapée par une attaque, le sous-marin serait en mesure de répliquer. Et c'est cette incertitude-là, sa localisation, qui donne son caractère réputé invulnérable. D'où la nécessité pour le sous-marin d'être particulièrement silencieux. Et dans ces submersibles, pas de relâchement possible puisque chaque bâtiment emporte 16 missiles nucléaires. Chaque missile compte 6 ogives qui représentent chacune 6 à 7 fois la puissance des bombes lancées sur Hiroshima. On dit parfois que c'est l'objet le plus complexe construit par l'humanité. 6 pays seulement en disposent, la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, le Royaume-Uni et depuis peu l'Inde. Tous ces pays continuent à en construire, soit pour agrandir leur flotte, comme les marines chinoises ou indiennes, ou pour renouveler leurs capacités, comme la Royal Navy ou la marine russe. En décembre, Vladimir Poutine a aussi lancé en grande pompe 2 nouveaux sous-marins. C'est à la fois un navire de combat qui peut envoyer des torpilles, qui navigue sous l'eau en complète autonomie pendant 3 mois et qui est aussi une centrale nucléaire parce qu'il est propulsé par un réacteur nucléaire et un centre spatial puisqu'il envoie les missiles balistiques dans l'espace, ils franchissent la limite entre le ciel et l'espace et qui retombent après à des milliers de kilomètres. Et donc la mise en œuvre de tous ces éléments-là est d'une complexité folle. Il y a plus de 100 000 équipements sur un sous-marin. Ils viennent de poser la première tonne, mais le programme a commencé il y a déjà des années et le sous-marin n'entrera en service qu'en 2035. Il va falloir plus de 10 ans pour le construire. C'est énorme. Et après, il restera en mer pendant plus de 40 ans. En France, à la fin de la décennie, 3000 personnes travailleront sur le chantier de Naval Group.
Près de 400 entreprises seront mobilisées autour de ces monstres de 150 mètres. Anne Bianchi, c'est la directrice du programme sous-marin lanceur d'engins de 3e génération chez Naval Group. C'est un objet qui est complètement extraordinaire. D'abord, c'est un sous-marin, il est sous l'eau, donc il est soumis à une pression hydrostatique très importante. Du coup, on le fait dans des aciers très spéciaux. Ensuite, effectivement, il est propulsé par une chaufferie nucléaire qui ressemble à une chaufferie d'un réacteur EDF, sauf que c'est beaucoup plus petit, beaucoup plus compact. Juste à côté de la chaufferie nucléaire, on a des missiles balistiques stratégiques, effectivement, qui sont propulsés avec des principes qui peuvent s'apparenter à la base de lancement des fusées aériennes, dans un espace très confiné avec donc cette chaufferie et ces missiles balistiques stratégiques. Donc effectivement, c'est un objet complètement extraordinaire. Et le tout dans la discrétion la plus totale. Il y a des principes généraux qui vont permettre de gagner en discrétion acoustique, par exemple de suspendre des berceaux ou des matériels, ça fait gagner en discrétion acoustique, c'est des principes généraux. Après, nous, on va aller travailler sur tous les matériels qui sont à bord, on va aller les régler au mieux pour qu'ils ne fassent pas de bruit. Donc c'est aussi, il y a des gros principes d'architecture, mais il y a aussi des bonnes habitudes qui s'appliquent sur beaucoup de composants. Donc par exemple, il y a beaucoup de composants qu'on va tester à Cherbourg avant de les embarquer sur le bateau pour vérifier que, comme votre voiture, s'il y a quelque chose qui est mal réglé, vous allez avoir des vibrations. Donc on s'assure que tout est bien réglé pour diminuer le niveau de vibration et la discrétion acoustique. Et ensuite, sur ce bateau, on a quelque chose qui va être nouveau, qui est qu'il sera entièrement revêtu de matériaux qui vont permettre d'absorber ce qui va rester de vibrations pour que ça ne soit pas transmis au-delà, ça ne sorte pas du bateau, quoi. Quand il rejoindra son port d'attache de Brest, en principe dans 13 ans, le sous-marin actuellement en construction succédera au Triomphant. Mis en service en 97, le Triomphant aura donc navigué près de 40 ans. Le navire sera à l'eau en 2035 pour une période qui mènera au-delà des années 2080, parce qu'il y a 4 sous-marins qui vont être produits à un rythme de tous les 3-4 ans. Donc jusqu'à la fin du siècle, ces navires seront entretenus, modernisés et seront opérationnels. Donc ça engage sur des décennies. Le commandant du dernier sous-marin nucléaire de 3e génération n'est pas encore né. Sa conception est déjà prévue, sa construction va débuter dans quelques années. Les gens qui navigueront à bord ne sont pas encore nés. Je suis Maxime Mamet, merci à mon collègue Mathieu Rabéchaud de nous avoir emmené 20 000 lieues sous les mers et dans le futur. Merci d'avoir écouté cet épisode. Sur le fil revient lundi pour une semaine de rediffusion de nos meilleurs épisodes. Toute l'équipe souhaite de bonnes vacances à ceux qui en prennent.